Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de mon dernier chantier. Aujourd'hui, je voudrais te partager une réflexion qu'on a eue avec un ami investisseur qui était en fait de se dire comment j'ai pu passer en prioritaire sur les 3 derniers biens que j'ai achetés alors que certaines personnes se retrouvent dans une problématique où voilà, on est 3, on est 4 sur le même bien. Quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien que je creuse, que j'aille plus loin, je ne l'aurai pas, c'est perdu. Alors, avant que je vous réponde à cette question, je vais peut-être vous remettre le contexte, ça sera beaucoup plus simple pour vous comprendre. Donc, quand j'ai acheté la maison qui a servi pour mon premier investissement, je me suis retrouvé dans une phase où en fait, le vendeur était très pressé, dans le sens où en fait, c'était une dame qui était mutée, elle partait à 1000 km de là où on était, et elle se retrouvait surtout dans cette situation où en fait elle était mutée dans 2 mois, elle était mutée dans 2 mois et elle ne pouvait surtout pas en fait se retrouver avec un crédit sur son ancienne maison et un loyer à payer sur son nouveau logement. Donc c'était très urgent pour elle. Donc en fait le prix était complètement cassé comparé à ce qu'on trouve sur le marché et on s'est retrouvé dans une phase où en plus l'annonce a été publiée un samedi matin. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui ont vu l'annonce, dans le sens où pour vous dire, c'est très simple, elle a été publiée à 10 h, à 12h30, l'annonce était retirée. Quand j'ai visité le bien l'après-midi même, on s'est retrouvé en fait à faire les visites par lot de 2 personnes distinctes et en fait surtout avec un battement où les visites se faisaient toutes les demi-heures. Donc c'est pour vous dire l'affluence qu'a eu ce bien. Et on s'est retrouvé à la fin à être 4 personnes à vouloir acheter la maison au prix. Et donc, on se retrouve dans une phase où, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un fait une offre au prix, si cette offre est faite au prix et qu'elle répond à l'annonce, la vente, en fait, est ce qu'on appelle réputée parfaite. Donc, la personne ne peut pas refuser et elle est obligée d'accepter la première offre faite. Sauf que moi, je suis arrivé en 3e. Donc là, c'était sûr que d'office, la maison n'était pas pour moi. L'avantage, c'est qu'en fait, on était dans une vente avec un particulier, donc en fait, il manquait des informations dans l'annonce. Et à partir du moment où il manque des informations, la vente ne peut pas être réputée comme parfaite. Donc là, l'avantage, c'est qu'on s'est retrouvé dans une phase où justement, le vendeur avait 4 personnes en face d'elle et elle était justement libre de choisir la personne qu'elle voulait. Vous vous doutez bien que je suis jeune, je viens juste d'avoir mon CDI à l'époque, non même pas, j'étais encore étudiant à l'époque. J'ai peu d'épargne, je ne suis pas le dossier prioritaire, ça c'est très clair. En face de moi, je me retrouve avec un couple où aujourd'hui, ils ont 2 enfants, ils sont tous les 2 en CDI et ils ont 10 000 € d'abord. Je me retrouve avec 2 investisseurs qui, pareil, ont les reins assez solides. Comment j'ai fait pour me débattre? Et bien justement, en fait, c'est très très simple. C'est-à-dire que la chose que j'ai mis en place, c'est que j'ai expliqué justement à cette dame-là que je n'étais pas là pour faire un investissement locatif, que j'étais là justement dans cette phase où je voulais acheter mon premier bien pour me lancer dans la vie et que par la suite éventuellement, ben, je ferai comme elle, je mettrai en location. Ce qui fait que justement, en fait, en lui ayant expliqué ça, eh ben, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai collé aux attentes de la propriétaire vendeuse. C'est-à-dire qu'elle s'est projetée en faisant le parallèle avec ma fille, elle a le même âge, et justement j'aimerais offrir le logement à quelqu'un qui a le même âge, parce que c'est les aider, c'est les lancer dans la vie. Et en plus de ça, bah, c'est le petit jeune que je vais aider, et qui peut-être un jour va comme moi développer son patrimoine, en se disant bah, tiens, je mets mon logement en location, mais là bah, maintenant que le logement il est vide, je ne peux pas gérer la location à distance, et je ne peux pas continuer de payer mon crédit. Donc ça, c'est une première chose. Quand j'ai acheté mon 2e bien, on s'est retrouvé dans une situation où là, c'était un propriétaire qui était complètement excédé parce qu'il avait fait rentrer dans les lieux un locataire qui n'aurait jamais dû rentrer, qui a totalement détruit le bien immobilier. Et donc en fait, cette personne était totalement dégoûtée de l'investissement locatif. C'était la 2e fois qu'elle mettait un investissement en place, 2e fois qu'elle se plantait. Je vous expliquerai d'ailleurs dans une autre vidéo comment éviter ce type de comportement. Et cette personne, voilà, voulait se débarrasser du bien. Donc pareil, nouvelle fois, on s'est retrouvé dans un bien où le prix était complètement cassé. Le prix était complètement cassé et on s'est retrouvé, on était exactement 14, je n'ai jamais vu ça, du moins je n'avais jamais vu ça, on s'est retrouvé 14 à faire une proposition. Et vraiment, quand je suis arrivé, j'ai dû visiter dans les derniers, en fait le monsieur avait une pile
comme ça sur le plan de travail de la cuisine avec toutes les offres des personnes qui voulaient absolument acheter ce bien immobilier qui en fait était une maison mais en triplex de 35 mètres carrés. Donc c'est comme si en fait ça faisait un appartement. Donc c'était vachement intéressant et c'était le gros boom de la location saisonnière. Donc tout le monde voulait ce bien là. Surtout que je vous le montrerai pareil dans une autre vidéo quand on fera une visite, une présentation de ce bien. C'est un bien en fait où la façade elle est classée au patrimoine. Donc en fait on est sur un bien qui va prendre normalement beaucoup de valeur avec le temps et donc tout le monde voulait ce bien là. Et cette fois-ci, l'astuce que j'ai mis en place pour pouvoir avoir le bien, elle est très simple. Il y en a deux. La première, c'est qu'en fait, il ne faut pas se le cacher, sur les 14, on était 11 à être des investisseurs. Donc là-dessus, clairement, la personne, elle avait déjà éliminé les 3 autres personnes parce qu'elle voulait des personnes qui avaient les reins extrêmement solides et elle estimait qu'un investisseur, c'était quelqu'un qui avait les reins plus solides. Donc là, il fallait lui parler en lui disant « moi, je suis là pour investir ». La deuxième chose, c'était la solvabilité bancaire. Et justement, ça c'est quelque chose que je vous invite à faire à chaque fois que vous faites des visites. Venez avec une attestation de financement, venez avec une étude bancaire qui vous dit voilà, vous pouvez emprunter jusqu'à autant. Ce qui fait que vous pouvez dire à la personne, bah, vous voyez, j'ai mon papier et donc là-dessus vous êtes sûr que je suis solvable. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé finalement, on n'était plus qu'à 3 à être dans une situation où la personne était complètement sûre qu'on soit solvable et qu'on n'allait pas signer un compromis et que finalement ça allait être perdu en bout de route et qu'il allait perdre 6 mois. Non, là il était sûr que ça irait jusqu'au bout. Et donc le dernier levier que j'ai utilisé pour venir me distinguer des 2 autres personnes, c'est pareil, le fait qu'on était sur un vendeur particulier qui avait mal rédigé son annonce et donc pour lequel la vente réputée parfaite ne pouvait pas s'appliquer. Et donc j'ai proposé tout simplement une chose toute bête de dire à cette personne, bah écoutez, en fait on est 3 à vous en proposer ce prix-là, vous en voulez ce prix-là, je suis prêt à faire une surenchère. Je vous fais une surenchère sur le prix parce que ça va vous retirer une épine du pied, parce que moi je le veux absolument, parce que je connais ce quartier-là, c'est un quartier que j'affectionne et le bien je vais le chouchouter et vous pouvez être sûr que je vais vous donner des photos avant-après, ça sera un truc super et je vous inviterai même à visiter. Et en plus de ça, parce que j'estime que vous donnez 1000 € en plus, ça ne me dérange pas parce que pour moi c'est rentable. Et en fait cette personne, elle s'est dit mais lui, il est complètement fou. Je viens de lui expliquer que je me suis fait exploser le logement par l'ancien propriétaire, que moi je veux sortir de l'investissement. Mais il a l'impression de maîtriser les choses, et je vais aller vers lui. Je vais aller vers lui. Et vous voyez, au final, ça a payé parce que le bien, j'ai pu l'avoir, j'ai pu le rénover exactement comme je voulais, et aujourd'hui, il tourne comme sur des roulettes. Et après, je vous donne un 3e exemple. Comme ça, vous aurez vraiment le panel des différentes situations qu'on peut rencontrer. Cette fois-ci, c'était la phase d'une succession. C'est la phase d'une succession où on était sur un bien dans lequel il y avait vraiment beaucoup de travaux. Il y avait beaucoup de travaux et en plus de ça, le bien était complètement surévalué comparé au marché. Ça faisait quasiment 2 ans que le bien était sur le marché. Les gens arrivaient, faisaient des propositions où ils cassaient le prix et à chaque fois, c'était constamment refusé. Et donc, l'agent immobilier m'a dit je sais que vous avez calculé votre rentabilité, je sais que vous connaissez le prix du marché, je suis conscient que le prix réel c'est autant, mais voilà, vous embêtez pas à faire une proposition, ils sont fermés. Et donc en fait, non seulement j'ai fait une proposition, et en plus j'ai fait une proposition inférieure à la dernière offre qui avait été refusée, pour vous dire. Et ce qui a fait en fait que l'offre allait passer, c'est que j'ai joué sur 2 choses. Et ce que les autres investisseurs n'avaient pas du tout pensé à faire. La première chose, et ça c'est quelque chose que je vous engage à faire, jouer sur combien vous coûte le fait de conserver le bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va venir garder un bien immobilier, ça ne lui coûte pas 0. C'est-à-dire que vous avez quand même du chauffage parce que la maison, il faut la chauffer un minimum. Vous avez de l'électricité parce que de temps en temps, vous allez venir. Donc, il y a quand même un abonnement qui est pris. Il y a les impôts fonciers, les impôts locaux. Vous avez l'assurance. Donc, en fait, c'est tout un coût d'entretien, un coût de gardiennage d'avoir ce bien. Et donc, au final, c'est quelque chose que vous devez mettre en avant. Et donc, moi, j'ai expliqué à ces personnes que le fait d'avoir gardé ce bien pendant 2 ans, ça leur avait déjà coûté une certaine somme et que le fait de le garder tous les mois, ça leur coûtait grosso modo 150 € et qu'à un moment, s'ils repartaient pour 12 mois parce qu'il n'y avait plus personne qui visitait leur bien immobilier, je leur laissais faire le calcul, c'était assez rapide, ça leur coûtait encore un billet de 2000 €. La deuxième chose que j'ai mis en avant, c'est le fait qu'aujourd'hui, moi j'étais dans une phase où je comprenais leurs problématiques, qu'ils étaient dans une phase où certes c'était une succession et que c'était triste, mais qu'ils étaient aussi dans une phase où il fallait qu'ils voient cette succession comme une opportunité parce que c'était des gens qui avaient des problèmes d'argent et que j'étais là justement pour leur donner cet argent dont ils avaient besoin. Et la 3e chose, c'est que j'ai mis en fait en avant tous les travaux et je leur ai expliqué que si les gens cassaient le prix,
C'est parce qu'en fait, la toiture, il y en avait pour autant, les combles, il y en avait pour autant, les sols, ceci, cela. Et en fait, tout additionné, ça permettait de justifier en fait la baisse de prix. Et je leur mettais en avant que je leur demandais justement de faire cet effort pour les soulager et puis pour moi, en fait, m'aider à faire un investissement qui était cohérent. Et le fait d'avoir justement mis en avant tous ces points ont fait que l'acquisition du bien a pu être faite. Et ce que je vais vous expliquer en conclusion, c'est que si vous voulez réussir à passer devant les autres, si vous voulez réussir à être prioritaire sur les biens, vous devez être convaincu de ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la situation parfaite que vous n'arriverez pas à passer prioritaire sur le bien. Ce qui fait la force, c'est votre niaque, c'est votre mindset, c'est comment vous êtes motivé pour réussir. La deuxième chose, c'est de comprendre l'interlocuteur qui est en face de vous. C'est de savoir lui expliquer les choses et pas juste de voir votre situation personnelle et de dire « Ah ben moi, pour avoir mes chiffres, il faut que ça soit autant, donc je vous propose autant. » Non, adaptez-vous à la situation et proposez-lui une solution qu'il verra comme gagnante pour les deux personnes. Et la dernière chose, c'est surtout que n'oubliez pas de mettre des rapports humains. N'oubliez pas de mettre des rapports humains et offrez justement aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je ne dis pas de mentir aux gens, je dis juste de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce sont deux choses différentes. Eh bien, écoutez, j'espère que ce récit vous a plu. Le but, une nouvelle fois, c'est de vous apporter de la valeur en vous expliquant ce qu'on ne vous montre pas forcément. Et justement, c'est ça mon rôle. C'est de vous montrer que dans l'immobilier, certes, c'est bien d'avoir une stratégie, certes, c'est bien d'avoir des chiffres, mais après, une fois qu'on est sur le terrain, c'est comment je fais pour me battre. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.